Bonjour Joseph Zimet. Bonjour. Alors vous êtes historien, vous avez travaillé à l'ambassade de France à Washington, ensuite à l'Agence française de développement et puis au ministère de la Défense chargé des commémorations. Vous avez aussi donné cours à Sciences Po et puis en 2012 vous êtes devenu le directeur général de la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale. D'abord je voudrais vous demander quelques mots sur cette mission officielle du souvenir de la guerre de 14-18. Quels sont les objectifs en fait de cette mission du centenaire ? Écoutez, c'est très simple. D'abord, cette mission, elle s'inspire du travail qu'avait fait Jean-Noël Jeannet en 1989 avec le bicentenaire. On a été très inspiré par ce modèle de commémoration. Et donc, la mission du centenaire, elle organise les grandes cérémonies pour le président de la République, les cérémonies que nous demande le président de la République. Elle accompagne l'ensemble des initiatives portées par des Français. Elle sur les 4 ans qu'a duré la guerre. Depuis, effectivement, pendant 4 années. Et puis, elle a un mandat d'information des Français à travers des outils comme un portail Internet, centenaire.org, les réseaux sociaux. Donc vous voyez, elle a 3 missions assez simples. Et au total, ce sont des milliers de commémorations, d'événements qui ont été organisés donc depuis le début de ce centenaire en 2014. Je crois qu'il y en a plus de 1200 rien que pour l'année de 2018. Oui, tout à fait. Nous avons labellisé plus de 6000 projets depuis le début de la commémoration. Et cette année, 1300, ça montre l'ancrage social. Il faut bien comprendre que ce n'est pas une commémoration comme les autres. C'est une commémoration qui a un ressort puissant dans la société française. Car, au fond, le souvenir de la Grande Guerre, il se loge dans les familles, dans le souvenir familial. La Grande Guerre, c'est un petit peu comme, c'est un récit un peu fondateur. C'est un récit intime, c'est un récit fondateur pour la société française. C'est un peu l'Iliade des temps modernes, et dans laquelle, au fond, cette histoire, les Français se reconnaissent. Ils ont tous un grand-père, un arrière-grand-père, un grand-oncle qui a fait la guerre, qui a été blessé à la guerre, qui a été gazé, qui est enterré quelque part. C'est un lien généalogique extrêmement puissant. Et puis, il y a une dimension internationale qui se traduit également par la présence sur notre sol de beaucoup de visiteurs étrangers, de beaucoup de chefs d'État, de beaucoup de responsables étrangers qui viennent commémorer leur mort chez nous et leur combat fondateur. Ce qui veut dire que malgré le temps qui passe, les Français n'ont pas oublié 14-18 ? Les Français n'ont pas oublié 14-18. C'est un souvenir qui est extrêmement présent, qui est omniprésent dans la société française. Il y a des pratiques sociales et culturelles très vives encore aujourd'hui. Il y a évidemment de la recherche, mais il y a aussi une déclinaison artistique. Il y a beaucoup de spectacles vivants, de productions audiovisuelles. Voilà, donc 14-18 est un thème qui résonne encore beaucoup dans la société française. Alors côté français, cette année 2018, et donc l'année 1918, en fait, est placée sous le signe de Georges Clemenceau, le père de la victoire, comme on l'a appelé. C'est celui qui a dirigé la France de fin 1917 à 1920. On peut dire que sans Clemenceau, la France aurait peut-être connu la défaite. Alors, c'est difficile de voir les choses comme ça. Disons que 1917, Clemenceau, vous l'avez dit, arrive le 20 novembre 1917, à un moment, on appelle, en 17, c'est l'année de la fatigue des peuples. Ouais, les Français n'ont pas le moral. Il y a des grèves, il y a eu des mutineries, c'est l'année où les Russes vont sortir de la guerre, c'est l'année où les Américains tardent à venir. Ils arrivent, mais ils ne seront opérationnels qu'à l'été 18. Donc c'est une année compliquée, c'est une année de doute, et Clemenceau va arriver, vous savez que Poincaré ne l'apprécie pas particulièrement, le président, mais il va se résoudre à l'appeler pour remettre de l'énergie dans la conduite de l'effort de guerre. C'est un pari réussi, parce que Clemenceau va reprendre les choses en main avec beaucoup de vigueur. Il va reprendre l'effort de guerre en main, les affaires militaires, les opérations militaires. Il va aussi créer le commandement interallié qu'on va commémorer dans quelques semaines, qui est une décision extrêmement importante. Il y a un tournant, en fait, quand même. Clemenceau, c'est un tournant dans la guerre. C'est un véritable tournant. 1917 est un tournant dans la Grande Guerre, et l'arrivée de Clemenceau en novembre 17 est un tournant dans la Grande Guerre. Alors on va reparler de Clemenceau dans un instant, mais on peut dire qu'on a commémoré déjà dans les années là, 2014, 2015, 2016, on a commémoré les batailles de la Marne, de la Somme, de Verdun, du Chemin des Dames. Il faut quand même rappeler que cette guerre 14-18, ça a été une effroyable boucherie. Il ne faut pas avoir peur des mots. Au total, en Europe et dans l'Empire ottoman de l'époque, c'est plus de 18 millions de morts, militaires et civils, à peu près 9,5 millions de chaque côté, si je peux dire. 100 ans plus tard, c'est aussi quelque part la mémoire de ce sacrifice humain que vous voulez faire? Écoutez, il y a différentes mémoires de la Première Guerre mondiale. Il y a des mémoires culturelles, des mémoires sociales. Il y a une mémoire militaire. La France a été un grand carrefour, c'est aussi un grand cimetière. C'est un champ de bataille. Dans les 13 départements du front, la caractéristique de ces territoires, c'est d'avoir été marqués durablement par les traces de cette Grande Guerre. Et évidemment, ce sont des territoires qui sont peuplés de cimetières et de nécropoles militaires qui sont extrêmement présents. Quiconque vit, évidemment, dans la Meuse,
Meuse, en Lorraine, dans la Somme, la terre du président de la République. Ce sont des espaces, des villes où la Grande Guerre est omniprésente à travers la présence de ces centaines de milliers, ces millions de croix et d'ossements. Alors à propos de ce sacrifice, je voudrais qu'on regarde ensemble un reportage de Bastien Bory qui l'a consacré à ces milliers de soldats noirs américains qui sont venus se battre en France sous commandement français. Vous disiez que les États-Unis s'étaient engagés fin 1917 et que les premiers soldats sont arrivés à l'été 1918. L'armée américaine n'en voulait pas de ces soldats noirs. On les a appelés les poilus de Harlem, des soldats inconnus en France et aux États-Unis, inconnus en tout cas jusqu'à Obama en 2015. On écoute. Nous sommes le 2 juin 2015. À gauche, Lewis Wilson reçoit une médaille d'honneur. Un hommage posthume aux Hellfighters de la Première Guerre mondiale. L'Amérique ne peut changer ce qui est arrivé aux Hellfighters, qui n'ont pas été célébrés. Ils étaient jugés sur la couleur de leur peau et pas sur leurs actes. Mais nous pouvons faire de notre mieux pour réparer cette injustice. Mais ce jeune sergent-major ne connaît la Grande Guerre que par les livres d'histoire. Les vrais Hellfighters, ce sont eux. Des musiciens, des boxeurs, des avocats. En tout, 2000 volontaires noirs américains partis de Harlem pour remonter le moral des troupes françaises dans la Marne. Grâce à Internet, le général Nathaniel James découvre ces tranchées avec nous. Depuis New York, il tente de nous raconter ce qui s'est passé. Certains d'entre eux étaient mariés, d'autres célibataires, et beaucoup étaient encore adolescents. Ils se sont engagés dans la guerre pour dénoncer la ségrégation dont ils étaient victimes. La France est un pays sans soleil, écrivent-ils dans leur journal intime. Un pays où il faut se battre contre deux sortes d'ennemis. Les Allemands à quelques mètres devant eux, et les Américains juste derrière, qui voient d'un mauvais œil leurs exploits au combat. L'instinct de survie, c'était une chose très excitante pour eux. Ils ont compris qu'ils devaient à tout prix rester vivants pour paraître victorieux. 2 tiers d'entre eux meurent, peu formés, à peine équipés. De retour à New York, le soldat noir Henry Johnson obtient le droit de parader comme un vrai citoyen sous la bannière américaine. Mais son régiment est aussitôt oublié par la population. Johnson, c'est un homme qui a tué des Blancs, c'est un Noir qui a tué des Blancs, et d'une manière un peu brutale. Donc ce qui, pour nous, passe pour héroïque, pour beaucoup d'entre eux, c'était effrayant. C'était la sauvagerie supposée des Afro-Américains. Acclamés un jour, puis lynchés le lendemain, les Hellfighters seront rayés de l'histoire officielle pendant un siècle. Il y a beaucoup de problèmes pour les Américains de reconnaître la part des Afro-Américains dans leur histoire. Quand on voit des cow-boys, ce sont toujours des cow-boys blancs. Or, il y avait 20% des cow-boys qui étaient des Afro-Américains ou des Portoricains. C'est la même chose pour l'engagement dans le conflit de 14-18. Les tranchées françaises sont maintenant refermées. Mais outre-Atlantique, un autre front, celui de la reconnaissance, reste ouvert. Un commentaire, Joseph Guillemette, sur cette participation des Noirs américains à la guerre. Oui, alors, bon, il faut savoir que le souvenir de la Grande Guerre aux États-Unis est très effacé par rapport à d'autres conflits comme le Vietnam ou même la Corée, etc. Un point très important pour les Africains-Américains, sur lequel nous travaillons actuellement avec le musée africain-américain de Washington qui vient d'ouvrir, il faut bien comprendre que quand ces hommes sont rentrés aux États-Unis, cette expérience, cette présence française, cette expérience combattante en France a été extrêmement importante pour eux dans le combat pour les droits civiques et dans la lutte contre la ségrégation. Donc, les Africains-Américains, les spécialistes de l'histoire des Africains-Américains considèrent que cette présence, cette expérience militaire, sociale, culturelle qu'ont eu ces régiments, ce 369e dont vous parlez, lorsqu'ils sont rentrés aux États-Unis, a été un élément matriciel extrêmement fort pour leur combat. Nous avons rendu la semaine dernière un hommage à Nantes, un très bel hommage à James Reese Europe, qui est le lieutenant du 369e. Nantes a fait toute une soirée pour commémorer justement le centenaire du premier concert de jazz donné au théâtre Graton. Pour rappeler que cet homme, donc James Reese Europe, il s'appelait Europe, c'est incroyable. Ouais. Il était un musicien, compositeur. On va l'écouter quelques instants. Il dirigeait un orchestre de militaires noirs américains. Tout à fait. On
On l'a vu de dos, là, c'était lui, le Vla. Et donc, en fait, on considère que c'est lui, en fait, qui a fait découvrir le jazz et le ragtime. Il est un petit peu l'importateur d'une forme de proto-jazz en France, à travers donc un orchestre militaire, un band, un military band, qui va se produire dans tout l'Ouest, en Bretagne, à Brest, à Nantes. Et nous avons commémoré, donc, comme je vous le disais à l'instant, il y a 100 ans, un concert donné par James Lewis Europe au Théâtre Gralin à Nantes. Et donc, jour pour jour, le 12 février dernier à Nantes, il y a eu une grande soirée hommage avec de jeunes musiciens de la scène jazz française, en hommage à un peu le père fondateur, au fond, du jazz. Incroyable. Très belle histoire. Il est mort quelques mois plus tard. Il a été tué par son batteur après un gig, effectivement, en 19. Il est mort à 39 ans. C'est une histoire extrêmement triste. Et encore un mot d'ailleurs, que le général Pershing, qui dirigeait les forces américaines en Europe à l'époque, avait dit qu'il ne voulait pas des soldats noirs parce qu'il manquait de sens civique. Je cite sa phrase, il manque de sens civique et professionnel et était une menace constante pour les autres soldats américains. Donc un général américain qui déclare ça en 1917-1918. Pour revenir à Clemenceau, on peut dire que c'est lui qui a permis aux militaires, d'une certaine manière, de reprendre, en fait, aux politiques, de reprendre le contrôle de la guerre. Les relations civilo-militaires dans la Première Guerre mondiale, c'est une affaire extrêmement compliquée. C'est vrai qu'au début, il y a effectivement une prise en main extrêmement vigoureuse et ferme par Joffre, mais déjà... Avec des résultats catastrophiques, faut alors, le dire. avec des résultats, des hauts et des bas. Ensuite, il y a Nivelle, puis Pétain, où déjà les relations se rééquilibrent. Il est incontestable que Clemenceau, aidé d'ailleurs de son chef de cabinet militaire, Mordac, va vraiment conduire les opérations. Il se rend, vous savez, sur les tranchées à plusieurs reprises, plus d'une dizaine de fois. Même avant d'être président du Conseil, il va en première ligne. Donc vous savez qu'il a demandé à être enterré avec un bouquet de fleurs que lui avaient remis des poilus au front. Joseph Zimet, ces guerres en Europe en 14-18, en 39-45, on ne les reverra jamais. C'est du passé définitivement. C'est aussi un message qu'il faut faire passer à l'occasion de ces commémorations. Oui, au-delà du plus jamais ça, qui n'a pas forcément beaucoup de sens, il faut essayer de comprendre le monde d'il y a un siècle. Il ressemble d'une certaine façon, vous le verrez, on en parlera autour de l'armistice, au monde d'aujourd'hui, dans ses périls. Vous savez, il y a cet historien Christopher Clark qui a écrit Les Somnambules en 2014. Alors c'est devenu un peu un mot d'ordre maintenant, un certain nombre de diplomates. Ne soyons pas des somnambules, gardons les yeux ouverts sur les crises d'aujourd'hui. Regardons comment Versailles et les traités d'après-guerre jusqu'en 23 ont été négociés. C'est aussi une invitation à regarder la géopolitique mondiale aujourd'hui. Merci Joseph Zimet. Je rappelle qu'il y aura d'ailleurs une grande cérémonie le 11 novembre prochain. Avec 84 chefs d'État également présidée à Paris, par Emmanuel Macron. Capitale de la commémoration. Le 11 novembre, donc jour de l'armistice de la fin de la guerre 1914-1918. Merci d'être venu en parler. Merci à vous.